Europe 1. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Beaucoup de sujets à passer en revue avec vous. Commençons avec le sujet de notre vendredi thématique sur Europe 1, le défi migratoire. Le Figaro révélait hier que sur les 44 mineurs arrivés à Toulon à bord de l'Ocean Viking, 26 se sont évaporés dans la nature. Ils ont faussé compagnie à leurs encadrants qui de toute façon n'avaient aucun pouvoir de les retenir. Explique la préfecture. Cette affaire est quand même surprenante pour un novice en matière de droit des étrangers, Thibaut de Montbrial. Cette affaire illustre jusqu'à la caricature les mots français et européens, parce que c'est très difficile de dissocier les deux en matière d'immigration. Vous avez d'abord un bateau qui n'est pas du tout un navire en détresse, contrairement à ce que beaucoup ont dit, mais qui est un navire affrété par des associations immigrationnistes, financées beaucoup par l'extrême gauche et accessoirement par la mairie de Paris et un certain nombre d'autres villes françaises. Vous parlez de l'Ocean Viking. Je parle de l'Ocean Viking, qui va, avec d'autres bateaux, chercher les migrants à la source, si j'ose dire, c'est-à-dire à la limite et parfois même dans les eaux territoriales libyennes, c'est-à-dire que les passeurs et ces associations sont objectivement dans une collusion, dans une complicité, pourrait-on dire en droit pénal, et que le rôle de ces associations n'est pas de secourir les migrants, c'est de les faire rentrer en Europe, parce que sinon ils iraient vers les ports sûrs les plus proches, et les ports sûrs les plus proches, ce sont les ports sûrs tunisiens. Je fais une parenthèse, j'ai lu que la Tunisie ne serait pas un port sûr pour des raisons médicales. La Tunisie accueille chaque jour des milliers de touristes occidentaux qui ont beaucoup d'argent, qui débarquent de gros paquebots pour aller visiter les villes, que je ne sache, ce n'est pas un signal que ce ne sont pas des ports sûrs. Je referme la parenthèse. Donc tout ça pour dire que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi et la réglementation, à la fois européenne et nationale, fait que les migrants ont parfaitement compris que tu entres en Europe, tu restes en Europe. On peut parler à la marge des expulsions, etc. Il y en a très peu, on en a déjà beaucoup parlé sur cette antenne et ailleurs. En réalité, les gens qui rentrent en Europe aujourd'hui, y restent. Et donc, ce qu'il faudrait changer, c'est le logiciel total de pensée à la fois à Paris, mais dans toutes les capitales européennes et jusqu'à Bruxelles. Logiciel de pensée. Logiciel de pensée. Donc pour vous, le problème, il est idéologique aujourd'hui? Il est totalement idéologique. Aujourd'hui... C'est pas tant un problème de droit. Le droit s'adapterait aux idées en cours. Mais le droit, c'est toujours adapté aux idées, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens pensent. Et les peuples européens sont aujourd'hui agacés de voir les conséquences d'un flux migratoire qui n'est pas maîtrisé. Il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences culturelles sur lesquelles il faut insister, car elles sont considérables et ont déjà commencé à avoir des effets et continueront à avoir des effets à long terme, et des conséquences sécuritaires. Aujourd'hui, la seule politique raisonnable, c'est très difficile à entendre, et les gens qui disent ce que je vais dire sont souvent critiqués, mais la seule politique viable, c'est de faire ce que font les Australiens, c'est-à-dire une politique qu'on appelle de pushback, c'est-à-dire que les navires européens sous l'égide de Frontex seraient organisés pour intercepter et évidemment donner de l'eau, de la nourriture, mais raccompagner au port de départ. Pushback, repousser. Pushback, ça veut dire repousser les migrants, et ne seraient accueillis en Europe que les gens qui iraient déposer dans un certain nombre de hotspots, de points précis, qui seraient organisés en accord avec certains pays, des demandes qui seraient faites hors d'Europe, qui seraient instruites en Europe, et ensuite on ne laisserait entrer en Europe que les gens qui seraient accueillis. Parce qu'aujourd'hui, les gens déposent leur demande d'asile, on les lâche dans la nature avec une carte bleue payée par l'État, abondée par l'État, qui leur permet de faire des achats. Ils peuvent être récupérés par des trafiquants, d'autres peuvent se livrer à des infractions pénales, etc. Beaucoup ne viennent pas pour le mode de vie européen, mais pour échapper à la misère, et donc veulent continuer à vivre selon leur propre culture, qui est souvent contraire à la nôtre sur un certain nombre de points, ce qui crée des tensions, etc., etc. Il faut repenser tout ça, parce que sinon, nous allons avoir de plus en plus de drames, et tout ça risque de mal se terminer. Il y a des pays qui l'ont compris. Le Danemark l'a compris. Le Danemark a mis en place une politique tellement ferme que les populistes ont été complètement vidés de leur substance, et qu'aujourd'hui, ce sont les pays les partis dits de gouvernement qui mettent en place, à la demande du peuple, c'est ça qui est important, à la demande du peuple, des mesures fermes.
Mais comment vous expliquez, Thibault de Montbrial, en France, quand au gré des sondages, on voit que 60 à 70% des Français sont plutôt favorables à l'idée de davantage de sévérité dans la politique migratoire? Moi, je pense qu'il y a une déconnexion totale entre quelques élites françaises et la réalité du terrain, mais surtout, ce sujet n'est pas traité avec toute la gravité qui devrait. Quand vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, dire, pour justifier l'accueil de l'Ocean Viking, exactement l'inverse, Dimitri Pavlenko, l'inverse mot à mot de ce qu'il disait en 2018 pour refuser l'Aquarius sur les côtes méditerranéennes, c'est consternant. Pourtant, la situation à l'époque était moins grave, elle était déjà grave, mais elle était moins grave de ce qu'elle est aujourd'hui sur notre territoire. Donc c'est un problème idéologique. Le peuple ne veut plus de ça. Autre sujet, Thibault de Montbrial, et ce sujet, je sais qu'il vous intéresse beaucoup. Ce matin, dans les colonnes du journal Le Monde, la procureure de Paris, Laure Bécuot, livre un entretien particulièrement inquiétant. Je cite 2 phrases qu'elle dit et qu'elle prononce. Elle dit: l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions. Le niveau de la menace que fait peser la criminalité est tel que l'on détecte des risques de déstabilisation de notre état de droit, de notre modèle économique, mais aussi de nos entreprises. C'est terrifiant de lire cette phrase. Je rappelle, c'est la procureure de Paris qui s'exprime. C'est une interview absolument capitale. Elle est courageuse. Elle dit des choses que les spécialistes commencent à identifier en France. Elle fait référence à la situation catastrophique que nos concitoyens ne mesurent pas, qui est celle des Pays-Bas et de la Belgique. Elle en parle. J'ai pris connaissance il y a quelques semaines du fait qu'il y a actuellement aux Pays-Bas un gros procès de narcotrafiquants et que l'un des témoins principaux avait été tué, que son avocat a été tué et que les narcotrafiquants en lien avec ce groupe avaient fomenté l'enlèvement du ministre de la Justice belge qui a été exfiltré avec sa femme et ses enfants dans l'heure où les services de renseignement ont appris ce renseignement et était placé pendant quelques jours dans ce qu'on appelle une safe house, c'est-à-dire une maison isolée, cachée au secret. On a du mal à comprendre parce qu'on entend toujours dire que les criminels, finalement, pour le business, pour les affaires, veulent la paix sociale. Vous imaginez. Comment vous expliquez ça? Parce qu'on est entré dans une ère où nos États sont tellement faibles. Il y a un tel effondrement de l'autorité et de tous les piliers des États régaliens européens que, la nature ayant horreur du vide, vous avez des organismes privés qui se livrent à des coups de boutoir. Vous avez tout le milieu islamiste, avec hier, puisque vous évoquez Le Monde, on peut aussi évoquer le Figaro avec un dossier passionnant sur l'entrisme frériste des frères musulmans en France et en Europe. Et vous avez donc la grande criminalité, la criminalité en bande organisée, comme on dit en droit français, qui se livre à de l'importation de stupéfiants et d'armes, et également à la traite d'êtres humains, et surtout, et vous parliez des entreprises tout à l'heure, ça aussi c'est un angle mort dans le débat public, parce qu'il y a la question de l'infraction, et ensuite il y a ce qu'on fait de l'argent de l'infraction. Et cet argent est massivement injecté dans l'économie par le biais du blanchiment. Et ce blanchiment, il est fait grâce, ou parfois contre leur gré, dans certaines entreprises, par des prises de participation, etc., etc., avec des contraintes qui sont opérées par les délinquants sur les chefs d'entreprise qui seraient réticents. Donc, il y a toute une toile d'araignée, un peu sur le modèle de la mafia italienne dont vous vous souvenez, qu'au début des années 80, elle avait pris la main sur la politique italienne, elle avait fait exécuter un certain nombre de juges, et donc elle était vraiment dans une phase de déstabilisation. Et la seule façon qu'ont eu les Italiens de se sortir de cette grande criminalité, c'est de mener une lutte à mort avec des magistrats qui ont passé pour certains 20 ou 30 ans de leur vie protégés par une dizaine de policiers en permanence, avec un grand ménage dans les partis politiques, dans les entreprises, et avec une politique extrêmement courageuse, notamment grâce au fait de favoriser les repentis. Oui. C'est les gens qui ont parlé. Et aujourd'hui, en France et au Benelux, et en Espagne, enfin en particulier dans tous les pays côtiers, puisqu'il y a beaucoup d'importations de produits stupéfiants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, oui. On est sur une phase de très grande augmentation du risque et de l'influence de ces mafias. Dans les ports français, il y a des choses très graves qui se passent, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont sur le modèle de Belgique de Belges et Néerlandais dont je viens de vous parler et dont Mme Bécuot parle dans son interview. Alors, tableau saisissant, ce que l'on voit aussi, c'est que face à ces menaces criminelles qui savent faire preuve de souplesse, de réactivité, qui savent profiter des différences de législation ou de réponses policières, la justice paraît totalement dépassée.
et l'on voit les effets que ça génère dans l'opinion publique. Impression d'un sentiment d'impunité. Le Figaro, qu'on citait à l'instant, a évoqué aussi le fait que de plus en plus de Français se font justice eux-mêmes. Ça aussi, c'est un phénomène préoccupant. Je vais vous répondre, mais je dis un dernier mot sur le point précédent, parce qu'à propos de la justice, parce qu'il est crucial. La Cour de justice de Communauté européenne a rendu un arrêt en 2020 qui a désarmé de fait les justices européennes, parce qu'elle a interdit l'utilisation des données de connexion à des fins judiciaires, sauf en cas d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que la Cour de justice a considéré qu'il y avait une atteinte à la vie privée qui était supérieure aux bénéfices obtenus par la lutte contre la délinquance, et donc ça a abouti... Donc un policier qui espionnerait votre téléphone pour des raisons d'enquête criminelle, alors, si c'est pour des atteintes à la sécurité de l'État, c'est autorisé, mais pour tout ce qui concerne la délinquance de moyenne gamme, qui est une délinquance beaucoup utilisée par les mafias, eh bien, il y a tout un tas de délits pour lesquels on ne peut plus utiliser ces données de connexion. Ça a été confirmé par la Cour de cassation en juillet dernier. C'est une très grande préoccupation, parce que ce que dit Madame Becot dans son interview, c'est pour ça que je voulais finir là-dessus, c'est que l'avancée majeure contre les mafias qui a actuellement eu lieu, elle a eu lieu grâce au décryptage d'un logiciel pirate qui était utilisé par des mafias une messagerie dans le monde entier. Une sorte de WhatsApp privé des mafias. Exactement, Sky, exactement. Qui a permis de démanteler des branches de réseau dans quasiment tous les pays occidentaux. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'une telle opération serait toujours possible, et c'est évidemment un sujet de préoccupation. Maintenant, pour répondre à votre question sur le fait que... L'autodéfense, la montée en puissance de l'autodéfense. On a vu depuis quelques semaines, vous savez, moi je suis très inquiet depuis longtemps sur l'effondrement de l'autorité en France. Et l'autorité judiciaire, c'est une des autorités essentielles, parce que la justice, c'est un régulateur, c'est un facteur de paix sociale, parce que la justice, c'est l'État qui s'occupe de trancher le litige que vous pouvez avoir avec votre voisin, ou qu'on peut avoir entre la société et les délinquants. Alors on la disait, en votre paupérisation, on a vu les budgets fortement augmenter, l'argent n'arrive plus à régler les problèmes aujourd'hui? Mais parce qu'on a pris beaucoup trop de retard, et aujourd'hui il y a des flux, vous avez, ça a été dit, pas beaucoup, mais il y a une circulaire conjointe du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux qui a incité à classer sans suite des stocks de plusieurs centaines de milliers de procédures, parce qu'elles étaient trop vieilles et qu'on n'aurait pas le temps de toute façon de les traiter. Donc évidemment, mécaniquement, c'est humain, il faut lutter contre, mais c'est humain. Quand vous avez une impression, parce qu'en plus, ça n'a pas même plus besoin d'être vrai, désormais, c'est tellement ancré dans l'esprit des gens, ces dysfonctionnements judiciaires, que beaucoup qui ne réfléchissent pas forcément autant qu'il le faudrait, eh bien, vont avoir tendance à se dire, puisque ça marche pas, on va le faire nous-mêmes. Et il y a eu coup sur coup des cas à Nantes, à Roanne, de gens qui se sont organisés. Alors, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup autour de communautés. C'est-à-dire que ce sont des communautés qui se sont organisées pour lutter pour aller retrouver les auteurs présumés de crimes ou de délits commis contre certains de leurs membres. Mais les procureurs de Nantes, de Roanne, se sont exprimés et ont dit la gravité de ce que pouvaient générer ces dérives. Il faut bien, Dimitri Pavlenko, dissocier les gens qui mettent en place une forme de justice privée des gens qui se défendent dans l'instant d'une agression. Ça, c'est la légitime défense, c'est un droit fondamental et ça n'a rien à voir. Mais là, ce qui est très grave, c'est que des gens sont en train de mettre en place des mécanismes de justice privée. J'ai une dernière question très rapidement, Thibault de Montbriel. Hier, 17 novembre, 4 ans des Gilets jaunes. Qu'en reste-t-il ? Il en reste l'impression de ce que d'un coup des événements qui ne sont pas forcément des événements qui font la une de l'actualité peuvent générer des frustrations qui débouchent sur une grande violence. En 4 ans, la violence a profondément augmenté dans notre société. Tous les marqueurs nous le disent, les statistiques nous le disent. Si demain il y avait une étincelle qui générait des gilets jaunes à la mode 2022-23, il est à craindre que la violence que nous avons connue en 2018 soit dépassée. Il faut donc tout faire pour que ça n'arrive pas, mais malheureusement, l'ensemble notamment des pénuries lourdes qui affectent la France depuis quelques mois, et ça n'a pas l'air de prendre la direction de s'arranger, va à nouveau créer des tensions sur lesquelles il faudra être vigilant. Diesel, il est 50 à 70 centimes plus cher qu'il y a 4 ans. Merci. Merci Thibault de Montbrial d'être venu nous voir sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonne journée à vous. Bonne journée. Dans un instant,